Donc on repart sur la diapositive qui parlait du méthane martien. Il y a quelque chose que je voulais vous dire, vous parlez de Mars. La durée de vie du méthane sur Mars, elle est de quelques centaines d'années ou quelques dizaines d'années, sur les modèles. Et ça veut dire que si la durée de vie du méthane, qui est détruit par la photochimie, qui est détruit par les UV solaires, si ce méthane est détruit par la photochimie, ça veut dire qu'il y a une source de méthane. Et cette source, c'est ça dont je vous parlais tout à l'heure, est-ce que cette source est d'origine biogénique ou abiogénique? Biogénique, est-ce que ce sont les vaches qui pètent sur Mars? Ou abiogénique, est-ce que c'est plutôt une altération de la roche par l'eau liquide? Alors, sans aller jusqu'à la présence de ruminants sur Mars, une théorie qui plaît énormément à Philippe Roux, j'imagine, comment ce méthane a pu être produit, comme je vous l'ai dit, dans le passé, dans un passé lointain, et être stocké dans un réservoir intermédiaire entre-temps. Voilà, donc on va changer d'objet. Donc après Mars, on va pouvoir parler des lunes du système solaire. Et voici donc quelques lunes représentées ici, plus ou moins à l'échelle. Enfin non, elles ne sont pas à l'échelle du tout. Mais bon, c'est une vue d'artiste. On voit les lunes qui tournent autour des autres planètes qui sont rassemblées. Et on va aller voir notamment Jupiter, où l'on voit les 4 lunes galiléennes. Alors ces lunes galiléennes, si un soir vous levez la tête vers le ciel et vous voyez Jupiter, vous pouvez observer ces 4 lunes qui font leur balai autour de Jupiter avec une simple paire de jumelles. Et vous avez ici Io, Europe, Ganymède et Callisto, ce sont les 4 lunes les plus proches du système, les 4 lunes par ordre de distance croissante à Jupiter. Donc chacune fait une dimension analogue à celle de notre lune à nous. Io est appauvrie en eau et c'est une lune qui est très volcanique. On voit énormément de volcans. D'ailleurs, je fais partie d'un projet de mission qui est en phase d'étude de Discovery auprès de la NASA, où l'idée c'est d'envoyer un clone de Europa Clipper sur Io, qui s'appelle IO Virtual Observatory, où il s'agit donc d'explorer, de monitorer les volcans de manière très très précise. Voilà, Europe, qui est probablement la lune la plus attractive du système solaire, avec Titan peut-être. Europe, parce qu'en fait, on voit que c'est une banquise qui flotte sur un océan gelé. Et c'est un océan liquide, pardon, et donc elle va être explorée par des missions ESA et NASA très bientôt, à l'horizon 2030, lancement vers 2022-2024. La mission JUICE, mission européenne, mission Europa Clipper qui est américaine. Et l'idée, bien sûr, c'est de cartographier Europe, voir s'il y a des signes, disons, qui permettraient de caractériser son habitabilité. Et plus loin, vous avez Ganymède et Callisto, qui sont des astres un peu plus éteints que les deux autres, mais qui nous montrent beaucoup de choses, qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur l'origine des lunes de Jupiter. Donc ce sont des objets qui sont extrêmement attractifs. Alors Europe, voici une photo prise par la mission Galileo dans les années 90, où l'on voit ces espèces de fractures à la surface d'Europe. Et donc ces teintes rougeâtres que l'on voit, légèrement orange sur la photo, ce sont la présence de silicate et de sel. Alors, il y a une partie qui a été contaminée qui a été apportée par contamination par Io, et une autre partie qui est endogène, qui vient d'Europe. Vous voyez, donc diamètre 3000 km, 3138 km Europe. Et vous voyez ici beaucoup vous avez des zooms sur la surface, et vous voyez donc la présence de fractures à la surface d'Europe. Vous voyez ces espèces de rifts, on voit qu'il y a de la glace qui flotte sur quelque chose. Et alors donc, vous voyez, on pense qu'à certains endroits, l'eau liquide a pu remonter, et c'est le graphique qui est en bas à droite de la diapositive. Vous voyez une sorte de diapire. Vous avez l'eau liquide qui remonte, un peu plus chaude, et ça fait de la glace qui est un peu molle, et un peu de la glace chaude qui remonte à la surface. Et ça pourrait faire ces espèces de dômes que l'on voit par endroits à la surface d'Europe. Et donc Europe, dont je vous parle, donc vous voyez ici la vue d'artiste où on voit donc un intérieur qui est, disons, qui est en accord avec les modèles de structure interne que l'on développe, où l'on voit donc une couche de glace qui flotte au-dessus d'un océan liquide, et cet océan liquide recouvre un manteau rocheux, et il pourrait y avoir, je pense, dans ce manteau rocheux, à sa base, des réactions hydrothermales qui pourraient être des sources de chaleur, pourquoi pas donc développer de la vie dans l'Europe. Donc la croûte, elle peut faire seulement quelques kilomètres d'épaisseur, mais c'est pas demain qu'on arrivera à la traverser. Donc Europa Clipper, c'était une mission qui a été adoptée, qui va être lancée en 2024 par la NASA. Le problème qu'ils ont, les Américains, aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont toujours pas le bon lanceur. Normalement, le lanceur qui avait été sélectionné, c'était le SLS, qui enverra donc les prochains astronautes sur la Lune. Le problème, c'est que le SLS n'est pas encore au point, et cette fusée, d'ailleurs, a connu un avatar il n'y a pas très longtemps avec les essais de motorisation.
Et donc, voilà, donc il y a un autre projet qui devait suivre, c'était envoyer un lander, donc un atterrisseur sur Europe, après Europa Clipper. Donc c'est un projet qui a été proposé à la NASA, qui revient souvent. Alors, c'est sûr que c'est un projet qui est très attractif, mais le problème, c'est comment atterrir sur un objet comme celui-ci, c'est très difficile. Donc voilà. Donc Europe, question ouverte. On verra ce qui se passera dans les prochaines années. Vous avez ici une vue d'artiste d'Europe, encore une fois, où l'on voit donc le manteau rocheux avec la présence de fumeurs noirs, des sources géothermales qui apparaissent. Et pourquoi pas, il pourrait y avoir la présence de vie. Donc, c'est ce qu'on voit exactement dans les fonds océaniques. La lumière ne rentre pas jusqu'au fond, mais on voit donc des fumeurs chauds et des formes de vie, des espèces de bestioles, de crevettes sans yeux, je sais pas quoi, qui évoluent autour de ces fumeurs. Et vous voyez, donc, cette vue d'artiste, évidemment, c'est, comme je viens de vous le dire, c'est une vue d'artiste, mais c'est pour ça qu'on nourrit beaucoup d'espoir pour un jour peut-être trouver des formes de vie sur Europe. Bon, évidemment, ces formes de vie, elles sont extrêmement spéculatives, puisque d'autres astronomes pensent que, enfin, des biochimistes pensent que l'eau est trop salée ou a une composition qui n'est pas adéquate, etc. Mais ça, on ne sait rien de ce qui se passe, donc évidemment, il faut aller voir. Mais c'est un des candidats favoris pour l'exploration de la vie dans le système solaire. Alors, Europe, vous voyez, je reviens sur cette diapositive, vous avez un océan caché sous la banquise. Eh bien, dans le système solaire, vous avez des endroits qui sont assez analogues à celui-ci. Et notamment le lac Vostok, qui a été découvert en Antarctique en 1947 par des mesures radar. Eh bien, c'est un lac souterrain qui est caché sous 3 km d'épaisseur de glace. Et ce lac souterrain était un jour en contact avec la surface, il y a plusieurs millions d'années. Et après, la glace s'est formée. Cette glace a isolé le lac souterrain. Et celui-ci est resté caché pendant des millions d'années. Et la question, c'est est-ce que des formes de vie ont pu se développer dans Vostok? Et c'est un lac qui est en territoire soviétique, en Antarctique. Il a été foré pendant des années parce qu'en fait, la difficulté, c'est de ne pas contaminer le lac Vostok. Celui-ci, en termes de surface, est proche du lac Ontario, qui est en Amérique du Nord. Donc c'est un volume de 1800 km3, donc c'est un lac qui est très, très, très important. Et aujourd'hui, on a découvert 67 autres lacs subglaciaires en Antarctique. Donc, est-ce qu'il pourrait y avoir des formes de vie qui se sont développées dans le lac Vostok sur Terre, indépendamment du reste d'évolution de la Terre? Donc, les Russes ont foré sur 3600 mètres dans le lac, et effectivement, ont trouvé des bactéries donc dans leur forage, dans les carottes de glace qu'ils ont ramassées. Et ces bactéries, il y a une possibilité qu'elles soient d'origine, qu'elles se soient formées dans le lac. C'est pas encore très bien contraint, mais les études sont en cours. Ces bactéries, elles sont candidates. Il est possible qu'elles se soient formées dans le lac. Donc on le saura dans les prochaines années. Donc voilà, donc c'est un environnement qui est vraiment analogue à celui d'Europe. Donc est-ce qu'un jour on pourra faire un forage sur Europe et explorer avec une sorte de sous-marin l'océan caché? Ça, c'est quelque chose qui est très attractif. Voilà, donc j'espère qu'on pourra voir ça un jour de notre vie. Ça serait extrêmement intéressant. Et là, j'ai presque fini mon talk. Alors, je peux vous montrer quelques illustrations qui ont été faites par des auteurs de science-fiction sur la présence de vie dans d'autres planètes du système solaire. Donc, ce sont des illustrations des années 40, des années 30. Donc là, on voit par exemple la vie sur Mercure telle qu'elle a été imaginée par l'auteur de ce dessin. Vous voyez Mercure qui était une forme de... où vous voyez des espèces de vie qui étaient des carapaces, là, des espèces de gros scarabées, évidemment, parce qu'il fallait survivre au rayonnement solaire, qui était très intense. Même dans les années 30 ou 40, on s'en doutait, c'est une illustration de 1939. Alors, la présence de vie sur Vénus, on imagine des espèces de batraciens qui vivaient sur Vénus, assez amicaux d'ailleurs, où l'homme pouvait aller sans respirer, donc on pensait que Vénus était une planète qui était très, très, très similaire à la Terre. Et maintenant, c'est Mars. Alors, le Martien, vous voyez, toujours en 1939, le Martien quand même, a toujours une tête plutôt très hostile, un peu effrayante, la tête du Martien. Alors après, la vie sur Jupiter, vous voyez ici, donc, oui, parce que Jupiter, même à cette époque-là, on savait qu'il y avait beaucoup de pression. Donc l'humain qui visite Jupiter était obligé d'être dans une espèce de tank étanche à la pression.
Et vous voyez les habitants de Jupiter aussi, c'est pareil, des formes de vie qui sont très, enfin, qui sont développées pour pour survivre à la pression en tout cas. Alors on s'éloigne de Jupiter, après c'est Uranus. Et alors Uranus, là vous voyez, alors évidemment, la forme de vie là-bas, il fait tellement froid que même les organismes là-bas sont obligés de survivre en scaphandre. Donc c'est pas très attractif. La vie sur Neptune, alors voilà, on voit des espèces de batraciens là, qui vivent, voilà, des espèces de grenouilles bizarres qui rencontrent l'astronaute. Et enfin Pluton, Pluton où, alors évidemment, comme il fait nuit, il fait noir, bah, les formes de vie sont sous forme de chauve-souris, c'est ce qu'on avait imaginé à l'époque en 1940. Donc voilà, bah, écoutez, je vais clôturer comment dirais-je, ma présentation par cette dernière slide. Je vous remercie en tout cas pour votre lecture, enfin pour votre attention en tout cas, pour concernant cet exposé, qui était peut-être un peu long pour certains. Voilà, je vous remercie tous.